à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tracé de carrière avec Georges Emmanuel. Je vous laisse vous présenter, monsieur Emmanuel. Emmanuel Georges, 50 ans, avocat de profession maintenant depuis une vingtaine d'années, sur Nantes depuis 20 ans après avoir fait mes études notamment sur Poitiers à la faculté de droit de Poitiers. Donc installé ici depuis 20 ans, sans l'intention maintenant de bouger puisque installé professionnellement de façon tout à fait fixe. Et par ailleurs, donc, une carrière d'enseignant en faculté, en école de commerce, notamment au Audencia, qui vient compléter utilement mon exercice professionnel quotidien. Très intéressant. Et quelles étaient vos aspirations? Qui était Emmanuel Georges dans la cour de récré quand vous aviez 15-16 ans au lycée? Vous vouliez faire quoi? Vous aviez quel type de profil? La question est bonne puisque nous étions à l'époque, donc moi je parle d'un temps un petit peu révolu puisqu'on parle des années 80 à 90, parce que je suis né au début des années 70, et nous avions à l'époque en tant qu'étudiants au lycée 1 assez peu d'informations au niveau professionnel, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, sur les devenirs possibles. Donc j'ai le souvenir, moi à l'époque, d'être dans une obscurité assez complète s'agissant de mon devenir professionnel immédiat après le bac, et d'être allé un petit peu au bonheur la chance dans mes études. Je développerai, si vous le voulez bien, après. Et je n'avais pas d'aspiration particulière, si ce n'est que je m'ennuyais fermement à l'école à l'époque. Et j'aspirais peut-être à faire quelque chose de plus stimulant intellectuellement. Et j'avais la volonté quand même de faire des études vers je ne sais quoi, mais pas forcément d'embrasser un métier immédiatement, mais plutôt de continuer à faire quelque chose qui puisse dissiper l'ennui du lycée, du collège et du lycée, et aller vers une forme de stimulation intellectuelle au travers des études. Mais j'avais pas de prédisposition particulière pour aucune matière quelle qu'elle soit, ni personnellement, ni par tradition familiale quelconque. Donc le champ des possibles était assez ouvert, donc j'ai, pour ainsi dire, improvisé totalement mon choix post-bac, avec les moyens rudimentaires d'information qui étaient ceux qu'on avait à l'époque. Et je suis parti à faire une faculté de pharmacie, donc études de pharmacie. Parce que j'avais un bac à coloration scientifique, l'ancien bac D. C'est le bac C maths sans les maths, enfin du moins avec moins de mathématiques, avec une dominante plutôt sciences physiques. Bon, je me suis orienté un peu naturellement, et aussi parce que l'un de mes meilleurs amis faisait cette faculté-là à l'époque, vers ce genre de faculté, mais sans grande conviction personnelle, ni tradition familiale particulière, donc vraiment de façon, comme je l'ai dit, improvisée, et puis on allait voir. Okay. Et vous êtes issu de quel milieu, juste pour savoir? Un milieu tout à fait modeste. Ma mère qui travaillait en préfecture, mon père employé de banque, donc pas de. Maintenant, au regard de ma propre profession, pas d'ascendance profession libérale ou autre, donc un milieu tout à fait classique, modeste, tout à fait instruit, et sans œillère particulière sur les métiers, et sans pression familiale quelconque sur la nature du métier que j'aurais pu exercer alors. Et comment ça se passait? Bon, vous n'aviez pas Parcoursup, vous n'aviez pas non plus APB. En terminale, quand vous postuliez à une formation... C'est ce que je dis, il y avait rien, c'était pour le moins rudimentaire. J'ai le souvenir à l'époque d'errer dans les centres d'information jeunesse qui émaillaient toutes les villes de France, à la recherche de brochures dédiées à l'ensemble des métiers qu'il était possible de faire, et des parcours dédiés à l'acquisition de ces métiers-là. Donc, une fois que vous avez passé des heures à interroger les personnes en charge de ces centres d'information, d'avoir des informations, mais vraiment à un stade rudimentaire. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque, il n'y avait absolument rien, si ce n'est l'accès à des brochures papier. Donc, si vous n'aviez pas, vous, déjà d'idées préconçues quant au métier que vous vouliez exercer, il fallait vraiment que, en feuilletant une brochure professionnelle, il y ait le déclic sur tel métier, telle profession, qui vienne susciter l'envie d'aller au-delà.
Et j'ai le souvenir, moi, d'avoir fait, parce qu'il y avait encore à l'époque un système de pré-choix par Minitel de mémoire, de préinscription quelques mois avant le bac, où il fallait formuler des vœux pour aller dans telle faculté. Et c'est là que j'ai formulé le vœu exclusif, j'en ai un souvenir assez vague, d'aller en faculté de pharmacie, mais comme j'aurais très bien pu vouloir postuler ailleurs ou en prépa, je ne sais quoi, mais comme je n'avais absolument pas la volonté, contrairement à beaucoup de mes camarades en filière scientifique, qui eux connaissaient déjà le parcours obligé des prépas pour intégrer notamment après les maths sup, MASP ou les écoles d'ingénieurs, moi ce n'est pas du tout mon cas, je me sentais plutôt une fibre quasi littéraire à l'époque, un peu moins scientifique malgré mon bac, et c'est peut-être pour ça que par loyauté à mon baccalauréat, je suis plutôt allé vers un cursus de pharmacie, alors que je me perçois rétrospectivement que je n'avais absolument rien à faire là-bas. Donc c'était vraiment juste le hasard total et le dénuement s'agissant de l'information qui m'a poussé à emprunter cette voie. Donc vous avez votre bac à la fin des années 80. J'ai passé le bac en 90-91. J'imagine que ça n'avait rien à voir avec le niveau d'aujourd'hui. Oh, il y avait déjà les mêmes inquiétudes sur le taux de réussite aux examens, mais les cursus étaient infiniment plus resserrés autour de quelques grandes dominantes, bac A littéraire, bac B économie-gestion, bac C mathématiques et bac D sciences physiques et mathématiques. Le paysage était plutôt clarifié dans la tête des élèves de lycée que nous étions. 4 grandes catégories qui, à mon sens, étaient un peu plus simples à appréhender pour les élèves que maintenant, où j'ai l'impression qu'il faut se décider extrêmement tôt dans son cursus pré-estudiantin, d'être soumis à une intense angoisse d'avoir à faire un choix qui peut s'avérer à la fois déterminant et décisif pour la suite des événements. On n'avait pas cette pression-là, si ce n'est une pression peut-être un peu plus diffuse de la catégorie dans laquelle vous décidiez personnellement de vous ranger. Et donc, il y avait toujours une espèce d'antagonisme un peu larvé entre les différentes catégories de baccalauréat, sachant que la voie royale, c'était quand même le bac C mathématiques, parce que c'était celui qui ouvrait le plus grand large des possibles là, professionnellement. Bac A, bac B et bac D dans une moindre mesure. Bon, on était plutôt assimilés au bac C, mais c'était plutôt ce clivage presque sociologique auquel on avait droit. Je ne sais pas s'il existe toujours ce clivage-là aujourd'hui, mais c'est un peu ce qui déterminait depuis la seconde, en fait, et le choix des parents et le choix des élèves d'aller vers tel type de bac, puisque j'avais quand même l'impression à l'époque que ça vous fermait des portes de manière un peu plus radicale. Notamment le bac A, bac purement littéraire. On devinait, plutôt, on cherche à comprendre vers quoi ce genre de bac pouvait mener, dès lors que le bac C était le champ des possibles le plus large qu'il soit. Les politiques même le disaient, tous les lycées, les professeurs le disaient. C'était une forme de roi royal, mais dans lesquels beaucoup d'étudiants s'engouffraient, peut-être même souvent à contre-cœur. Même moi, je vois, moi, rétrospectivement, est-ce que j'ai été plus heureux à faire un bac scientifique? Je ne le pense pas. Est-ce que j'ai appris plus de choses à faire un bac scientifique? Je ne le pense pas. Est-ce que ce bac m'a servi et me sert aujourd'hui? Je dirais absolument pas. Absolument pas. Parce que les seuls souvenirs que j'ai, les plus prégnants, c'est mon prof de latin, c'est mon prof de français, donc des matières avec lesquelles je me sens plus en connexion aujourd'hui que typiquement les matières scientifiques. Donc oui, je pense que c'est un monde qui est à la fois révolu, avec quelques dénominateurs communs avec le monde d'aujourd'hui, l'angoisse permanente de l'élève et des parents de faire le bon choix très tôt depuis la seconde, ce qui doit mettre tout le monde dans un état d'anxiété absolument redoutable. Je dirais que moi à l'époque, jusqu'à quelques mois du bac, on se souciait finalement assez peu de ce que ça pouvait donner derrière, puisque la seconde étant généraliste et la première, entre guillemets, étant également généraliste, il n'y avait pas cette pression mentale là absolue de faire un choix sans retour en réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de passerelles, mais ça a toujours été, et c'est encore le cas, les maths sont la discipline mère
Ouais. et parce qu'il y a une exigence de raisonnement, il faut être méticuleux, et puis ça fait beau sur un CV d'avoir fait une prépa scientifique, d'avoir une formation avec des mathématiques à haut niveau, parce qu'on a tout type de préjugés qui sont déjà Bien sûr. solidement ancrés. Mais donc, quand vous avez votre bac avec une mention ou... J'ai dû l'avoir avec mention assez bien, parce que je vous avouerai que j'avais un peu levé le pied. J'étais Ok, un peu touriste, avec des facilités, mais assez touriste. Et comme je ne voyais pas l'intérêt forcément, parce que je ne visais pas une quelconque prépa, donc qui m'aurait contraint à justifier d'un diplôme exemplaire avec une mention. sûr. Donc je me suis épargné cette pression-là. J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le bac. Pas plus, pas moins, puisque j'allais en faculté derrière, donc il n'y avait pas de prérequis autre que d'avoir le bac, point barre, avec ou sans mention. Mais ça n'a pas été déterminant. Et je vous dis, moi je Sûr. suis plutôt seconde, première terminale, copieusement ennuyé pendant ma scolarité, Ouais. parce que je ne sais pas si c'est le format ou si c'était tout simplement les matières enseignées, la qualité des professeurs, Mm. les camarades, la projection personnelle. J'ai découvert un goût certain pour les études une fois que j'ai commencé mes études, mais avant c'était... Non, non, c'est l'ennui qui a dominé et qui m'a obligé à passer le bac, mais comme une espèce d'obligation incontournable dont il faut se De débarrasser convention. assez rapidement. Voilà. Et donc, après vos études, enfin vos études après le bac, vous allez en pharmacie. Tout à fait. Et J'ai comment ça... suivi l'un de mes camarades qui allait en fac de pharmacie, lui par loyauté au père, parce que sa mère était pharmacienne, donc il s'est dit je vais faire la même chose que papa et maman. Je l'ai suivi et la première année a été consacrée à ne pas faire grand-chose. La deuxième année, année de redoublement, a été consacrée à travailler cette fois-ci avec la pression quand même d'obtenir le diplôme. Parce qu'il y avait le numerus clausus encore. Exactement. D'accord. Et ayant fini la première année donc, de pharmacie, qui est l'année charnière de passage en deuxième année, un peu l'année test, je me suis retrouvé dans la catégorie des reçus collés, c'est-à-dire des gens qui échappent de peu à la fourchette basse du numerus clausus, donc contraint finalement de me réorienter de façon soudaine vers un cursus dont j'ignorais encore qu'il serait celui du droit. Et j'ai rencontré la fac de droit totalement par hasard, puisque j'étais contraint, pour des raisons essentiellement de nature économique, à aller vers la faculté que ma ville hébergeait à l'époque, puisque je vivais à l'époque en Charente. D'accord. Et Angoulême, en Charente, accueille la fac de droit, qui est une antenne de la fac de droit de Poitiers. Donc je me suis dit, si tu veux faire quelque chose, fais quelque chose, inscris-toi à la fac de droit. Et ça a été la révélation. D'accord. Et vous avez complètement apprécié. Donc vous avez fait 2 années en pharmacie. Pour rien, si ce n'est que j'ai appris une méthode redoutable de travail, des heures et des heures et des heures, à développer une faculté notamment de mémorisation de centaines de pages de cours à bachoter, comme les étudiants en fac de médecine et comme les étudiants en fac de pharmacie, où il y a un nombre considérable de notions à agréger mentalement, parce que c'est du par cœur en réalité, et le par cœur qui est un peu le lieu commun que se traîne la matière juridique en règle générale. Mais ça a été à la fois un échec et une forme de réussite, parce que ça m'a servi de prépa en réalité. Bien sûr. L'intensité du travail que j'ai mis en redoublant, les heures passées à la BU, chez moi à travailler, à mémoriser, m'ont rendu infiniment plus apte par rapport à mes camarades en fac de droit avec lesquels j'avais déjà 2 ans d'écart, puisque j'avais déjà perdu 2 ans, donc j'avais 20 ans à l'époque, et j'avais développé une faculté de travail qui m'a aidé considérablement, mais qui m'a permis d'assimiler extrêmement rapidement des centaines de pages, des heures de cours, avec une aisance. La mémoire est un muscle de toute façon, donc, et plus le goût que j'ai développé pour la matière même, où j'ai l'impression que je suis rentré je ne vais pas dire en résonance, mais quelque chose de cet ordre-là, avec mon environnement et la matière, il y avait des facilités en moi dont j'ignorais l'existence jusque-lors, qui se sont révélées à l'occasion de cette faculté de droit. Et après, ça a déroulé extrêmement facilement, parce que je suis allé
j'ai fait mon cursus d'abord à cette fac-là, le fameux DUG qui n'existe plus aujourd'hui, au profit de la licence. Faculté de droit à Angoulême, faculté de droit de Poitiers, et j'ai poursuivi jusqu'à mon doctorat, puisque j'ai poussé au-delà du DEA, donc le Master 2, un troisième cycle, et j'ai fait une thèse de doctorat en droit. D'accord. Et vous vous êtes spécialisé dans quel domaine en droit? Donc vous avez fait vos premières années en droit, c'était 3 ans aussi, c'est l'équivalent de la licence? Alors, de 3 ans à l'époque, oui. Alors, à l'époque, c'était avant la réforme européenne. Nous avions le DUG, le diplôme en 2 ans, suivi d'une année supplémentaire la licence, suivi encore d'une année supplémentaire la maîtrise, suivi encore d'une année supplémentaire pour les plus courageux, d'un troisième cycle, un DEA ou un DESS. Il n'y avait pas le rythme naturel qu'ont les études aujourd'hui, avec la licence obligée, 3 années, et le Master 1 et 2 obligé, 2, donc 3 plus 2. Okay. Il y avait un séquençage infiniment plus différent des études qui permettait aux gens de s'arrêter un peu quand ils le voulaient, mais de façon beaucoup plus opératoire, puisque à chaque niveau acquis, DUG, licence, maîtrise et troisième cycle, correspondait notamment l'accès à des filières professionnelles, qui a des concours administratifs, qui a telle ou telle profession. Là où aujourd'hui, je vois que les étudiants sont un peu embarqués dans un train qui les conduit de façon obligée et inexorable jusqu'au Master 2, sans pouvoir de façon opératoire potentialiser vraiment et arrêter le parcours, finalement, là où ils devraient le faire, parce qu'ils n'ont pas besoin d'acquérir plus de connaissances. Donc à l'époque, moi, on pouvait avec un DUG faire tel métier, une licence faire tel métier. Le métier d'avocat, l'est encore, me semble-t-il, était ouvert aux gens qui allaient jusqu'à la maîtrise, donc bac plus 4, sans être obligé, comme aujourd'hui, d'aller jusqu'à bac plus 5 pour renforcer son bagage universitaire et accéder à ce genre de diplôme. Non, le séquençage était foncièrement différent. Donc moi, j'ai poursuivi ça naturellement. J'ai enchaîné naturellement les années, puisque je n'avais plus de... J'avais à la fois trouvé ma voie, et j'avais développé des facilités pour me conduire d'année en année sans avoir le souci quelconque enfin de redoubler, ou j'avais cessé de m'ennuyer en réalité, donc tout devenait infiniment plus facile. Donc c'était un long fleuve tranquille grâce à la prépa pharmacie un peu avant le droit. Oui. Et quand vous êtes... durant tout votre cursus en droit, est-ce que vous avez eu des stages, et quand est-ce que vous avez passé le barreau? Ah oui, alors pour revenir sur votre question, il n'y avait pas de spécialisation forcément à l'époque, puisque l'idée était que les étudiants bénéficiaient d'une forme de tronc commun, qui était une formation intellectuelle de nature générale, avec une spécialisation qui n'intervenait qu'au niveau de la licence, et encore de la maîtrise de manière plus certaine, et après du troisième cycle. Donc là encore, moi étant dans une forme d'indécision un peu permanente, parce que n'ayant pas forcément de vision directe et opératoire du métier que je voulais exercer, sachant que quand on fait une fac de droit, c'est soit l'enseignement essentiellement, soit l'ensemble des métiers juridiques et parajuridiques auxquels cette formation nous donne accès. Donc je me suis laissé bercer par mon sens de l'improvisation habituel, jusqu'en licence où je faisais à la fois du droit public et du droit privé, jusqu'à la maîtrise où j'ai décidé d'opter pour le droit privé et me spécialiser encore en troisième cycle en droit privé. Et j'ai même fait une thèse dans une matière, le droit des sociétés, pour laquelle je n'avais pas de goût particulier jusque-lors, pour lequel je n'avais pas suivi forcément d'enseignement particulier jusque-lors, mais c'était plus par défi intellectuel que je me suis dit que j'allais embrasser une matière que je ne connaissais pas à l'occasion de ma thèse de doctorat. Donc, parfois, je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner aux étudiants, mais il faut à la fois se faire confiance à son intuition, et peut-être se laisser aller à la possibilité de faire quelque chose, non pas qui sort des sentiers battus, mais qui vient un peu vous sortir de votre zone de confort. D'accord. Voilà, j'aurais très bien pu faire ma thèse de doctorat dans une matière que j'avais privilégiée jusque-lors. Non, c'est la rencontre avec le professeur à l'époque avec qui j'ai fait ma thèse, qui m'a invité à embrasser une matière dont je n'avais quasiment pas fait, pas eu d'apprentissage quelconque à cet égard.
Ok. Donc, et pour poursuivre votre interrogation, mon métier aujourd'hui que j'exerce essentiellement en droit des sociétés est le fruit de ça, voilà, de ma thèse de doctorat, parce que j'aurais très bien pu bifurquer dans n'importe quelle autre matière en droit, et la rendre opératoire directement par mon métier, où j'aurais pu faire avocat en divorce, avocat en droit pénal, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de cohérence dans mon parcours personnel, parce que j'ai décidé de potentialiser ce que j'avais fait dans mes études, immédiatement dans le cadre de ma profession, que j'ai embrassé juste après mes études. Donc, fin des études 2004, vous obtenez le CAPA, certificat d'aptitude à la pratique. Le CAPA, tout à fait, oui. De l'avocat, avocature. Tout à fait, de l'avocat, oui. De l'avocat. Et pour le mentionner, vous avez fait votre thèse en droit des sociétés à Paris 1, que vous avez obtenue avec mention très honorable et les félicitations du jury. Et donc moi, je me demandais dans quel univers est-ce que vous êtes plongé quand vous soutenez une thèse, quand vous êtes en travail de thèse. Parce que c'est quand même une formation, c'est une volonté personnelle, vouloir faire une thèse. Oui. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, on Oui. n'y va pas par contrainte. Et est-ce que, sachant le taux d'abandon des thésards, avoir un bon directeur de thèse et le travail qu'il y a à fournir derrière, qu'est-ce qui vous a motivé à aboutir jusqu'à la fin C'était à l'époque le fait de conjurer l'angoisse de me dire qu'est-ce que je vais faire professionnellement après mon 3e cycle. Parce que le DEA, contrairement au DESS à l'époque, préparait les étudiants à se lancer dans la carrière universitaire. Donc le DEA, c'est la phase préparatoire en fait des gens qui passent un doctorat et qui donc se destinent à embrasser une carrière universitaire. Si j'avais voulu opter pour une carrière ou un diplôme professionnalisant, je serais allé directement vers un DESS qui m'ouvrait notamment l'accès à l'avocature si j'avais passé le CAPA dans la foulée, ou bien notamment un diplôme qui était dispensé à l'époque et qui l'est toujours à la fac de Poitiers, le DJCE, diplôme de juriste conseil en entreprise, pour lequel j'ai failli opter. Et c'est la rencontre avec le directeur de ce DJCE à l'époque à Poitiers qui m'a mis devant une alternative. Il m'a dit, écoutez, ou bien vous faites une thèse avec moi, donc c'est un parcours différent, parcours universitaire, ou bien je vous accueille volontiers dans mon DJCE, mais là c'est un parcours immédiatement professionnalisant vers lequel vous allez. Et peut-être que j'ai senti une angoisse sourde en moi à l'époque de me dire je ne suis pas prêt mentalement à me lancer immédiatement dans l'avocature, parce que ça veut dire que j'aurais fait ce 3e cycle et 2 ans après, je serais devenu avocat. J'ai décidé d'aller vers la thèse aussi pour des raisons à la fois de confort mais de curiosité intellectuelle, parce que je voulais un peu tester mes limites, et le DEA m'avait donné le goût notamment du travail intellectuel poussé au travers des séminaires, et je voulais développer ça, en réalité, aller au-delà de ce travail-là, tout en étant conscient quand même des contraintes énormes pesantes, parce que c'est véritablement une obligation de résultat qui pèse sur vous, parce que je mettais en balance d'un côté le DESS qui m'ouvrait la porte d'un travail et d'un salaire immédiatement, avec des années d'errance en thèse, et avec un résultat au bout tout à fait aléatoire, puisque l'accès à l'université est extrêmement compliqué, extrêmement fermé, et j'aurais très bien pu faire partie, ne pas faire partie des élus. Mais j'ai quand même décidé d'embrasser cette carrière-là et de faire ma thèse en me disant on verra ce qui se passera à la fin. Au bout de la thèse, c'est un travail de moine, mais à la fois extrêmement stimulant intellectuellement. Il faut aimer la solitude du travail, il faut aimer la recherche approfondie, il faut aimer la curiosité intellectuelle. Moi, la première année, j'ai fait de tout sauf du droit, par exemple. J'ai fait de la philosophie du droit, de la phénoménologie, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait pour quelque part m'ouvrir intellectuellement, de sorte à embrasser de plus largement mon sujet, comme, pour employer une image, comme sous une forme d'entonnoir intellectuel. Voilà. Donc je suis nourri de ça avant de pouvoir le digérer et dégrossir ça au travers du travail d'écriture qui vient dans un second temps. Et comme j'avais déjà des aptitudes tout à fait modestes à l'écriture même, c'est pour ça que ça m'a paru tout à fait naturel et consubstantiel à ce que je voulais faire et au doctorat. Mais oui, sinon c'est une épreuve
compliqué, de plus en plus compliqué aussi pour des raisons essentiellement économiques. Parce que moi, j'ai eu le loisir et la chance d'être financé pour cela. En contrepartie de quoi, bien sûr, je donnais une charge de travaux dirigés à la faculté. Donc c'est comme ça aussi que j'ai commencé très tôt à enseigner à la faculté et que j'enseigne toujours. Donc ça fait quasiment 30 ans que je fais ce métier d'enseignant et c'est mon premier métier, enseignant, de fait. Mais ça vous oblige à... C'est presque professionnalisant. Parce que quand vous êtes parachuté à 24-25 ans devant une classe d'étudiants avec lesquels vous avez à peine 2-3 ans, 2-3 ans d'écart, donc qui auraient très bien pu être vos camarades de faculté, vos camarades d'amphi. Ben, c'est extrêmement formateur. Et c'est là, et préparateur en plus, au fait que vous voyez immédiatement si vous avez du goût pour l'enseignement, dès lors que vous vous orientez vers une carrière universitaire, au terme de laquelle vous aurez des heures et des heures de cours à donner et à professer devant des amphis. Donc ça vous met à l'épreuve immédiatement de votre capacité à embrasser cette profession. Quand vous voyez avec le recul maintenant, la plupart de vos camarades sont partis plus tôt. Parce que qu'est-ce qui est le plus fréquent après avoir obtenu son Master 2, l'équivalent? C'est d'aller tout de suite dans un cabinet d'avocat, ouvrir son propre cabinet. Alors j'ai pu le voir, notamment j'ai les souvenirs moi, de mes camarades qui étaient avec moi en DEA. Il faut vous dire aussi qu'on parle de ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les gens qui faisaient des troisièmes cycles, c'était une ultra minorité. D'accord. Là, aujourd'hui, faire un M2, c'est devenu la norme, c'est devenu la règle. Et il y a quelque chose, malheureusement, qui joue contre les étudiants aujourd'hui, c'est le nombre. C'est-à-dire que vous êtes tous, me semble-t-il, à faire des M2. Tous. Donc l'exception est devenue la règle. Donc, les M2 sont devenus tout à fait pléthoriques et surchargés. Nous étions, moi j'ai souvenir à l'époque, un tout petit effectif d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes, ce qui permettait d'avoir des conditions de travail tout à fait remarquables et d'avoir des gens triés sur le volet, puisque l'accès quand même au M2 se faisait sur la base d'un entretien un petit peu draconien et vous étiez choisi ou pas par le directeur du DEA. Et moi, j'ai eu le culot, lors de mon entretien, de lui dire droit dans les yeux que je n'avais postulé qu'à son seul DEA dans toute la France. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Okay. Totalement vrai. Et il avait souligné, ça l'avait étonné, mais il avait souligné un peu le fait que c'était un peu qui tout double. Voilà. Mais moi, j'étais confiant en ma capacité d'aller à faire ce DEA-là. Et nous avions des conditions infiniment différentes de celles des étudiants d'aujourd'hui. Donc, j'ai pu voir mes camarades, moi, s'orienter ou bien vers la magistrature, ou bien vers l'avocature, ou bien vers la thèse, avec même des bifurcations, puisque certains ont fait la thèse, et moi le premier, la thèse nous permettant d'être en soi une passerelle pour l'accès direct à l'avocature, sans avoir à passer le concours d'entrée, ou même à la magistrature, par le biais d'une passerelle. Donc il fallait avoir une thèse ou passer le barreau. Exactement. Et moi, donc en passant la thèse, j'ai fait l'effort de faire ma thèse de doctorat. Donc les années que j'ai perdues, je les ai quelque part rentabilisées d'un point de vue de l'examen, puisque je n'ai passé que l'examen de sortie et pas l'examen d'entrée. Voilà. Donc cette passerelle existe toujours, mais par le biais, bien sûr, de la thèse de doctorat, réduite aujourd'hui à 3 ans, puisque on parle maintenant de licence, master, et puis le thèse de doctorat, c'est 3 ans maximum, me semble-t-il, dans les nomenclatures officielles. C'était plus? Moi, je l'ai fait en 6 ans, la mienne. En 6 ans, d'accord, ok. Il y a des confrères, il y a même d'autres collègues à l'époque qui l'a poussé beaucoup plus loin. Mais on avait peut-être moins de contraintes économiques à l'époque, raison pour laquelle je l'ai poussé aussi, parce que j'étais financé, que mon travail n'était pas totalement abouti. Donc, j'ai su l'arrêter aussi, parce qu'il faut savoir arrêter ce travail-là aussi. C'est compliqué de le commencer, c'est compliqué de le finir, mais il faut savoir passer à autre chose. Et cette autre chose, ça a été la même année, donc la soutenance de thèse et la passation quelques mois après du CAPA que j'ai eu, donc qui m'a permis d'opter pour à la fois la voie universitaire et l'avocature. Et donc je suis allé, j'ai fini par choisir, in fine, l'avocature. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? J'ai mis, ça a été long, j'ai mis 10 ans à m'approprier ce métier.
puisque lorsque vous n'avez pas forcément de vocation particulière, vous essayez toujours de comprendre les raisons fondamentales qui vous poussent à exercer tel ou tel métier. Et c'est vraiment puisant dans les ressources de l'inconscient et de la symbolique que je me suis aperçu que, en réalité, j'avais ma place dans ce métier, au travers de ce qu'il incarnait dans la société, de ce que cette fonction-là de l'avocat, c'est-à-dire celui qui porte la voix de l'autre, avait de sens d'un point de vue sociétal. Et c'est très tardivement que c'est rentré en résonance, non pas avec mes convictions, mais avec ce que j'ai compris de moi-même et ce que je voulais pour moi-même au travers de ce métier-là. Donc il me semble important, ça peut être compliqué avant d'embrasser un métier quel qu'il soit, peut-être de sonder, de faire un petit peu d'introspection pour comprendre si on va faire une erreur dans telle ou telle orientation professionnelle, décrypter le sens de cette erreur, ou comprendre peut-être que le choix que l'on va faire est déterminé, parce que tout est déjà écrit dans le choix professionnel vers lequel on s'oriente, parce que le poids de l'inconscient est tout à fait prégnant. Voilà. Et qu'on ne fait pas... On fait beaucoup de choses à notre insu. Bien sûr. Et notamment professionnellement, que ce soit dans les études ou après dans le choix des carrières. Il ne faut jamais sous-estimer cela. C'est pour ça que ça me semble important, même si je sais que quand on est étudiant, et moi le premier, je n'ai pas eu le loisir ou le luxe de me poser 2 minutes et de me dire mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu choisis cela? Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu as raison de le faire? Est-ce que tu as tort de le faire? Et c'est très tardivement en fait que je me suis dit oui, ça rentre en résonance avec mes convictions, avec ce que je veux pour moi-même. Donc je veux dire tant mieux, tant mieux. Moi je suis pas malheureux dans ce que je fais. Peut-être aussi une forme de légitimité avec le temps, Oui, ça va avec, dans bien sûr. l'exercice. Bien évidemment. Vous avez été légitime Ça, à le faire. c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà. Fameux. De penser qu'on n'est pas à sa place, alors que finalement on l'est. On l'est. Et est-ce que vous auriez une anecdote, peut-être une affaire marquante sur laquelle vous avez tablé des heures, rocambolesque, quelque chose de... Oh oui, j'ai le souvenir d'un procès, lorsque j'étais jeune collaborateur, un procès que mon maître associé du cabinet à l'époque avait eu l'amabilité de me confier, qui était un dossier dont je l'ai compris après avec des résonances politiques locales assez lourdes, à raison des enjeux financiers tout à fait considérables en millions d'euros à l'époque sur le dossier. Dossier qui a été jusqu'à la Cour de cassation. Donc c'est une procédure que j'ai suivie quasiment pendant une dizaine d'années. Procédure tout à fait exceptionnelle pour ma part dans une vie d'avocat, puisque c'est souvent rare, fort heureusement, que l'on aille jusqu'à épuiser les ressources de la Cour de cassation pour tenter d'obtenir raison. Je ne pourrais pas développer les faits précisément de ce dossier, vous l'aurez compris, mais c'était un enseignement formidable, puisque j'ai à la fois expérimenté pour moi-même et par moi-même, enfin, par le truchement du cabinet dans lequel j'étais jeune collaborateur à l'époque, les facettes d'un dossier qui vont au-delà simplement d'un raisonnement juridique à avoir sur un dossier, mais avec des ramifications personnelles, professionnelles, politiques, religieuses, financières, etc., etc. Donc qui m'ont sorti de mon ordinaire habituel dans le cabinet où j'étais à l'époque. Mais oui, les anecdotes, j'en aurais plein, parce que moi je privilégie de plus en plus, en vieillissant, je pense, la dimension humaine du métier, où la technique est une chose, mais je m'aperçois ce qui se joue et ce qui se noue dans les litiges, c'est une dimension psychologique extrêmement importante, et c'est un levier sur lequel je m'ingénie aujourd'hui d'essayer de jouer pour approcher la psyché du client, la psyché de l'adversaire, et comprendre que le droit embrasse aussi cette dimension-là, pas simplement technique, pas simplement l'application de la règle,
mais que les ressorts du litige sont à chercher au-delà et pour obtenir une résolution par une approche, on va dire, je veux dire psychanalytique, mais plus intuitive et qui fait appel à des ressources psychologiques, d'interprétation des comportements de l'adversaire. Encore, je ne fais pas de divorce, hein. Je ne fais que des matières plus arides, droit des affaires, droit des sociétés, mais des matières qui ne sont pas du tout exemptes de dimensions psychologiques, psychanalytiques, comportementales. Et c'est par cette psychologie-là que j'ai une grille de lecture du dossier et dont je m'aperçois que c'est souvent un moyen au moins de résoudre, de comprendre réellement la vérité du client, la vérité de l'adversaire et de tendre à une solution juridique la plus juste. Parce que mon métier, c'est ça en fait, c'est d'essayer d'obtenir justice, que chacun ait son dû, voilà, une forme d'équité. Et vous avez un emploi du temps très chargé, on l'a vu pour vous avoir sur le plateau. C'est quoi 24 heures dans la vie d'un avocat? Pour ma part, c'est pas de programme prédéfini, puisque je sais pertinemment que la journée va être déjouée systématiquement, qui par le mail imprévu qui va vous obliger à vous saisir d'un dossier qui était un peu endormi pour le réveiller, pour répondre à un client, qui par exemple a un coup de fil inopiné d'une urgence absolument pas prévue. Donc j'essaie moi de me dire que ma semaine, il y a des points d'étape dans ma semaine avec le rythme naturel de certains dossiers, parce que j'ai une activité à la fois judiciaire et juridique. Judiciaire qui est rythmée par le calendrier judiciaire et juridique qui est rythmée par le rythme naturel des dossiers en conseil jusqu'à leur finalisation. Et donc il y a un cadre global dans lequel j'essaie de couler ma semaine, mais en laissant toujours une place pour l'improvisation. Et l'improvisation, ça demande du temps, puisque l'improvisation, c'est un exercice d'adaptabilité immédiat. Donc il faut savoir parfois lâcher le dossier en cours pour répondre au client. Et ça, si vous avez un programme fixe, vous interdisez quelque part de faire bouger votre emploi du temps, votre agenda, et vous ne laissez pas la place à l'improvisation. Donc moi, je préfère me laisser cette faculté-là d'improviser avec un emploi du temps relativement souple. Mais oui, c'est des journées chargées, à la fois intenses, et puis sans ennui. Parce que tous les jours sont différents. Tous les jours ne se ressemblent pas. Moi, je ne programme pas grand-chose, donc je suis à la fois ni surpris ni déçu. Voilà. Mais dans la nécessité constante de savoir m'adapter, d'être réactif et de savoir m'adapter, parce que c'est ce que veulent, je pense que c'est l'une des plus grandes facultés qui soit. Voilà. C'est le pendant positif du stress, c'est-à-dire l'adaptation à l'imprévu, la capacité de mobiliser ses connaissances et son énergie à l'effet de porter une réponse rapidement, et ce qui permet de dissiper l'ennui du quotidien. Il n'y a pas de quotidien dans mon métier à proprement parler. Voilà. Je fais des jours fondamentalement différents, avec plus ou moins d'intensité, bien évidemment, en fonction des coups de bourre du jour. Et concernant l'exercice même de votre métier, comment est-ce que les technologies et l'IA ont un peu révolutionné la pratique du droit? Et moi, je pense notamment à l'analyse prédictive. C'est des algorithmes qui permettent de définir les chances de succès de tel ou tel scénario juridique. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou. Alors ça c'est passionnant et c'est une question tout à fait fondamentale de l'exercice de mon métier, mais pas que du bien d'ailleurs de l'exercice du métier, notamment des magistrats. Et au-delà de ça, même de l'intérêt même d'un État, puisque l'outil de la justice est un outil étatique. Et donc, tous les outils technologiques qui vont permettre de faciliter le travail de l'ensemble des acteurs du droit et de la justice, c'est un gain de temps, donc c'est un gain d'argent. Donc c'est une question que tous les acteurs du droit embrassent ou sont en train d'embrasser actuellement, mais qui, me semble-t-il, est à l'état balbutiant pour des raisons assez variées. Alors déjà, il y a un principe tout à fait fondamental qu'il faut comprendre en droit, notamment sur la justice prédictive. C'est un peu l'abolition du principe selon lequel la justice est rendue de façon tout à fait et nécessairement singulière. C'est un peu le contrepoint à ce qu'on appelle la jurisprudence,
où aujourd'hui, l'une des sources du droit, elle émane essentiellement de la justice, au travers des litiges qui sont portés devant elle et des décisions qui sont rendues. Décisions qui sont nécessairement singulières parce qu'elles se rapportent toujours au fait de trancher un litige entre deux personnes. Mais de cette décision-là naît ce qu'on appelle la notion de jurisprudence créatrice de droit qui vient par un mécanisme de généralisation uniformiser une solution juridique et en permettre son extension à d'autres litiges qui sont pourtant singuliers en eux-mêmes. Et la justice prédictive vous permet en réalité, par le fait de digérer via une intelligence artificielle, par des mécanismes de probabilité, de digérer le fait que telle solution se rattache à tel type de fait, de modéliser donc les solutions rendues et de rendre les décisions de justice de façon quasi automatique et surtout de façon quasi industrielle. Alors, qu'est-ce que ça dit du métier des juges et qu'est-ce que ça dit du métier d'avocat? Moi, pour ma part, pour l'instant, je suis un petit peu circonspect puisque j'entends bien que l'on puisse industrialiser le rendu de la justice. L'idée sous-jacente étant, me semble-t-il, de pouvoir obvier au manque de moyens que la justice a actuellement, manque de personnel, manque de temps, manque de moyens informatiques, manque de tout, d'augmenter auprès du justiciable le rendu de la justice, d'abolir les délais d'exécution et les temps d'exécution de la justice qui sont souvent extrêmement longs, mais qui ne sont que le corollaire de l'absence de moyens et de l'absence d'argent mis dans les juridictions et mis dans les tribunaux. Et si j'avais une lecture un peu malicieuse des événements, je me dirais que à qui profite le crime en réalité? C'est-à-dire que derrière cette justice prédictive-là, il y a à la fois des acteurs de l'informatique, des acteurs de l'intelligence artificielle, des acteurs de la donnée, des acteurs du monde du droit, des éditeurs juridiques qui ont tout intérêt à aller dans le sens de l'avènement de ce genre d'intelligence artificielle, nourrie d'une base de données tout à fait pléthorique, c'est-à-dire l'ensemble de la doctrine, l'ensemble de la jurisprudence, notamment accessible, et de pouvoir offrir des services, mais dans une perspective, j'ai envie de dire, presque de dérégulation. C'est-à-dire que beaucoup de mes confrères s'inquiètent aujourd'hui de savoir si leur métier ne va pas disparaître au prétexte que bientôt, il suffirait presque, et les avocats les premiers, à rentrer dans un ordinateur lambda sur lequel serait branchée une base de données exhaustive en matière juridique et surtout en matière de jurisprudence, de rentrer de façon synthétique par un prompt bien écrit les faits de son dossier, les arguments juridiques dont il lui semble, ou les textes dont il lui semble se rapporter à ces faits, pour avoir en quelques secondes un travail quasi parfait à la fois de constatation juridique, de conclusion juridique, et donc avec une rentabilité sur les dossiers de façon considérable. Et si, à l'autre bout de la chaîne, nous avons également tout un système judiciaire qui fonctionnerait de la même manière, c'est-à-dire qui rentrerait les conclusions des avocats dans leur machine pour les digérer, de sorte à en faire une espèce de synthèse probabiliste de décision, on aboutirait exactement au même résultat. Et donc petit à petit, ça va être l'effacement en réalité, l'effacement de l'acteur, c'est-à-dire de l'avocat et du magistrat, au profit d'une justice qui serait complètement dématérialisée. Mais on en est, à mon sens pour l'instant, je sens bien qu'il y a pas des forces qui y poussent, mais il y a des intérêts supérieurs, notamment économiques, qui poussent vers cette logique-là. Pour ma part, je n'ai pas peur de cet outil-là, parce que je pense que pour l'instant, il est, je ne veux pas dire embryonnaire, mais du moins un petit peu rudimentaire. Mais il faut juste apprendre à se saisir de l'outil même et de l'opportunité qu'il représente en termes de gain de temps, en réalité. Est-ce que pour autant, ça va abolir l'acteur même? Est-ce que ça va me faire disparaître moi? Est-ce que les clients
préférons s'adresser à un écran de machine plutôt qu'à un être humain de chair et de sang dans les premiers échanges autour de leur dossier, j'en suis pas totalement convaincu pour l'instant. Et avant de clôturer cette interview, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous auriez un message, un conseil peut-être à donner aux jeunes aspirants à l'avocature pour plus tard? Se faire confiance, travailler, embrasser ce métier qui est un métier à la fois très compliqué, très challengé, métier qui est unique, parce que le monopole de la défense nous appartient. Voilà. Nous avons encore les symboles, la robe. Je pense notamment à l'émoi suscité par la disparition de Robert Badinter il y a encore quelques semaines, témoigne du fait que dans l'inconscient collectif, ce métier compte encore. Voilà, même si je sais qu'il fait peur, pour des raisons aussi peut-être d'accès à la justice, de coûts. Les gens souvent hésitent à aller voir un avocat parce que l'idée selon laquelle un avocat c'est cher, un avocat c'est nécessairement cher, que parce que c'est cher, les gens hésitent, alors qu'il ne faut pas se priver de la variété en fait du large spectre de l'intervention de l'avocat, mais qui n'est pas que juridique. Pour ma part, il va au-delà. Moi, dans mon exercice, je convoque d'autres matières que le droit. Donc, lorsque vous êtes jeune aspirant à l'avocature, il faut savoir ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ce métier rentre en connexion avec ce que vous êtes fondamentalement, apprendre à se faire confiance, comprendre aussi que c'est un métier qui est aussi codifié, avec des usages, que les usages comptent, parce que c'est la manière avec laquelle la tradition s'exprime, et cette tradition-là, elle permet le dialogue interprofessionnel, notamment entre les confrères même, et avec les magistrats, et avec les autres acteurs du droit. Je pense notamment aux notaires. C'est un métier qui est exigeant, un très beau métier, compliqué, et que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir embrassé malgré moi, même si ma vocation est devenue un peu tardive, mais il ne faut pas se leurrer sur ce que c'est en réalité. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'exigences à la fois formelles et intellectuelles, et on ne devient pas avocat du simple fait qu'on a le CAPA et qu'on pose sa plaque. Voilà, moi je sais pas si je suis encore avocat, je me définis plutôt comme juriste, plus actuellement qu'avocat, mais j'espère un jour pouvoir me revendiquer pleinement comme méritant de porter la robe et méritant d'exercer ce métier. Donc se faire confiance. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on espère que cette interview aura permis de peut-être démystifier certains aspects de l'avocature et puis déblayer le terrain de l'exercice.